va gommer l'homme, on va gommer le père. On va dire à l'enfant, eh bien voilà, tu as deux mères, je prends une gomme, voilà, sur un tableau, et je gomme ton père. Et je dis juste une chose, et je suis heureuse que Kamel nous ait invités ce soir, parce qu'il manquait une partie conséquente de notre constituante de notre communauté française, de notre République française, c'est vous, les musulmans. Malheureusement, ceux qui sont partisans du projet de loi, malheureusement pour eux, je crois, ils ne développent pas beaucoup de réflexion. C'est l'égalité, on nous a cette l'égalité, on nous a dit 3000 fois chacun qu'on était homophobe. Et au-delà des clivages ethniques ou religieux, il y a un bien commun qui nous habite, j'espère, qui s'appelle la France. Et ce projet de loi est néfaste à la France. Voilà. On voit qu'il y a une espèce de brutalité douce. C'est-à-dire que, quelque part, on a muselé le dialogue. Et cette brutalité douce, c'est-à-dire que l'on a, quelque part, anesthésié la masse. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc merci d'être venus. Ce café Fils de France qui se passe pas dans un café contrairement à son habitude, mais dans une salle parce que nous attendions un peu plus de monde. Donc voilà, donc merci d'être venus. Je vais vous présenter l'ensemble de la soirée. Nous attendons encore Brigitte Barjot qui est coincée dans les embouteillages mais qui sera là dans une vingtaine de minutes. À ma droite, Béatrice Bourges, qui a, depuis plusieurs années déjà, sensibilisé l'opinion sur les questions des droits de l'enfant, qui possède une véritable expertise sur les conséquences de l'adoption dans les couples de parents du même sexe. Et donc elle aura un propos, je dirais, très rationnel, pour ne pas dire une argumentation mécanique. Ne le prenez pas mal, Béatrice, pour nous expliquer quels sont les enjeux de la loi. Et à ma gauche, Lionel Lambroso, qui lui évoquera davantage son parcours et pourquoi est-ce qu'il s'engage dans un mouvement qui, je vais prendre un terme un peu religieux, mais un peu œcuménique, qui réunit des gens de confessions différentes sur qui est l'occasion d'une convergence d'ensemble de gens qui n'étaient pas forcément en contact et qui n'avaient pas forcément l'occasion de se parler. Donc il parlera un peu de ça, de son point de vue de juifs d'origine tunisienne, arrivés en France, etc. etc. Donc, et moi, je ne vous parlerai que de toutes petites choses concernant la mobilisation de la communauté musulmane française. Voilà. Donc, Béatrice, je vous cède la parole, si vous le voulez bien. Très bien. C'est bon? Vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup, Kamel. Je trouve que cette initiative est excellente parce que c'est une initiative qui montre combien nous pouvons nous réunir sur un certain nombre de valeurs, que ce sujet transcende complètement les courants religieux. Et donc, merci vraiment pour cette magnifique initiative. Je vais me présenter en deux petits mots pour que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire et quel est mon rôle également dans toute cette organisation de cette grande manif du 13 janvier. Donc, je suis Béatrice Bourges, je suis porte-parole du collectif pour l'enfant, qui est un mouvement qui réunit 79 associations de protection de l'enfance dans la France entière, qui a été créé voilà déjà quelques années, puisqu'en fait j'ai démarré tout ça en 2005-2006. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, j'y tiens, en mai 2008, et un autre que je ne vous révèle pas maintenant parce qu'il va sortir en fin d'année, il est actuellement sous presse. Voilà, je suis un peu chargée dans la coordination de la relation avec les religions, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer quelques-uns d'entre vous
pour dire combien, en effet, il était important que nous puissions, sur ces valeurs que nous partageons, nous réunir d'un même front pour que nous soyons de droite, que nous soyons de gauche, que nous soyons athées ou que nous ne le soyons pas. Nous pouvons être attachés à des valeurs, et ces valeurs, nous sommes vraiment là pour les défendre. Ce que je voudrais peut-être vous dire, je vais essayer d'être assez brève, et surtout, ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'être assez pédagogique, c'est-à-dire de simplement montrer combien ce projet de loi est néfaste pour les valeurs de la société et pour la société tout entière. Ce projet de loi, avant de vous en parler, j'aimerais vous dire qu'il se situe dans un contexte que finalement ce projet de loi, on pourrait dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc vous pouvez me dire, mais quel arbre, quelle forêt? Ce projet de loi du mariage pour tous cache quelque chose qui est encore beaucoup plus grave, qui est ce qu'on appelle la théorie du gender. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je tiens vraiment à en parler en introduction, je ne vais pas être longue, mais c'est pour vous dire que ce qu'on est en train de monter actuellement, il ne faudra pas, quelle que soit l'issue, baisser la garde pour autant, parce que derrière tout ça, il y a cette idéologie des ultra-féministes qui est née en 1970 aux États-Unis et qui a traversé maintenant, qui est de plus en plus prégnante, et qui veut simplement dire qu'on choisit l'identité sexuelle que l'on souhaite. C'est-à-dire que on n'est plus dans la création, on est juste dans la construction sociale. Je peux avoir un corps de femme, si je veux être un homme, je le suis. Je peux avoir un corps d'homme, si je veux être une femme, je le suis. Et ça peut vous paraître un peu étrange, parce qu'en effet, ça l'est, sauf que 2 pays dans le monde ont déjà adopté une loi qui s'appelle la loi sur l'identité du genre. D'une part, l'Espagne, en 2007, qui dit « je vais à la mairie changer d'identité si je le souhaite ». Et une autre en Argentine, un petit peu avant les élections présidentielles de France, qui dit exactement la même chose. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que les LGBT ont dit « nous souhaitons qu'un projet de loi, qu'une loi de cette nature soit votée en France ». Et une proposition de loi, le 22 décembre, donc vous voyez, c'était il y a pile un an, le 22 décembre 2011, a été déposée une proposition de loi par Michel Delaunay, qui est maintenant ministre délégué aux personnes âgées, mais qui était parlementaire, qui dit « je veux pouvoir changer d'identité comme je le souhaite ». Et les LGBT ont dit « nous souhaitons que cette loi soit votée d'ici fin 2013 ». Et donc, pourquoi je me permets d'insister un peu là-dessus, même si on peut s'imaginer que c'est un tout petit peu éloigné du projet de loi, c'est parce qu'en réalité, ça n'est pas éloigné du tout, et qu'à partir du moment où je suis ce que je veux être, où je suis homme, où je suis femme, en fonction de ce que je souhaite, je vais juste dire que j'ai une part de masculin, une part de féminin, et puis finalement, mon corps, après tout, on s'en fiche un peu. L'essentiel, c'est ma part de féminin, ma part de masculin, tout ça suffira bien, à la fois à l'intérieur du mariage et à la fois pour les enfants. Donc, vraiment, je tiens à situer ce projet de loi dans ce contexte qui est absolument capital. Maintenant, je vais essayer de vous parler brièvement, parce que je ne veux vraiment pas accaparer toute la parole. Soyez très à l'aise, Béatrice, parce que c'est vraiment, on a besoin d'un contenu qui soit... On a besoin de matériaux, en fait. Voilà. Donc, soyez très à l'aise. Donc, je vous ai donné un premier matériel. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous en donner d'autres. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce projet de loi? Il nous dit 2 choses. Il nous dit d'abord mariage et adoption. Mariage puis adoption tout en même temps. Ce qui est important de savoir, c'est que l'un ne peut pas être désolidarisé de l'autre. Et on entend beaucoup les sondages disent que le mariage, après tout, s'ils s'aiment, pourquoi pas, mais que ce qui m'ennuie, c'est l'adoption. Moi, je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous dire que l'un et l'autre sont aussi graves, parce qu'ils rentrent tous les deux dans cette théorie du gender. Et qu'à partir du moment où on décide de supprimer l'altérité, qu'elle soit auprès d'un enfant ou qu'elle soit dans le mariage, alors on déconstruit la norme sur laquelle repose la famille actuellement. Cette famille, c'est quoi? C'est un homme, une femme, parce que
le mariage, ça n'est pas juste la reconnaissance sociale d'un amour. Si c'était juste la reconnaissance sociale d'un amour, on serait dans cette relation qui est une relation horizontale, qui serait juste de gérer des relations entre des personnes qui s'aiment. Mais il se trouve que dans le Code civil, on n'entend jamais ça. On n'a pas une seule fois lien affectif, on n'a pas une seule fois lien amour. Parce que le mariage, ça n'est pas la reconnaissance sociale d'un amour. C'est certes la relation qui gère cette union, on va dire, mais c'est essentiellement, ou en tout cas au moins autant, cette relation verticale qui fait la famille et qui permet à un couple d'engendrer. Et on ne peut engendrer que quand on a une altérité dans un couple. Donc vous voyez pourquoi c'est si important aussi de ne pas se dire simplement « je suis contre l'adoption, mais pour le mariage », parce qu'on est en train de dénaturer complètement le sens du mot mariage. Le mariage, c'est cette relation horizontale et c'est cette relation essentielle qui est la relation verticale qui va fonder la famille et qui va donner le sens à la famille. Mais il se trouve qu'en plus, pourquoi est-ce si important d'être attaché au mariage indépendamment de l'adoption et de bien comprendre que les deux sont liés? Parce que le mariage entraîne l'adoption, indépendamment de ce projet de loi qui nous le permet actuellement, qui va nous le permettre. Pourquoi? Parce que vous avez une Cour européenne des droits de l'homme qui, en janvier 2008, a condamné, figurez-vous, la France à 10 000 € de dommages et intérêts parce qu'elle avait refusé de donner un agrément à une personne qui était célibataire et qui était homosexuelle et qui l'avait dit au moment de demander son agrément. Vous savez que depuis 1966, enfin vous le savez, mais vous ne savez peut-être pas que c'est depuis 1966... Son agrément par rapport à une autorisation d'adoption. En fait, depuis 1966, les célibataires ont le droit d'avoir un agrément pour adopter. Il se trouve que c'est les conseils généraux qui, après une enquête sociale très approfondie, donnent ou non un agrément. Cette personne, qui s'appelait Emmanuel en l'occurrence, avait demandé en 1999 au Conseil général d'avoir un agrément. Et le Conseil général refuse cet agrément parce que la personne avait dit qu'elle était homosexuelle. Une personne célibataire qui lui dit « Ah ben non, à partir du moment où la loi française autorise une personne célibataire à adopter, eh bien à ce moment-là, elle ne peut pas refuser à cette personne célibataire, en raison de son homosexualité, d'adopter. » Et donc vous voyez bien que par cette jurisprudence, on arrive là au mariage, à partir du moment où des personnes de sexes différents ont le droit d'adopter dans le cadre du mariage, alors on ne pourra pas refuser à des personnes de même sexe, dans ce même cadre du mariage, d'adopter. Et c'est pourquoi il est tellement important de voir la logique des choses et de voir qu'une chose en entraîne une autre. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose ce projet de loi? Il nous propose aussi de déconstruire complètement le principe de filiation. De déconstruire le principe de filiation et de déconstruire tout ce qui fonde le fait que la famille soit fondée sur l'altérité sexuelle. Actuellement, donc, en fait, je vais essayer d'être extrêmement concrète, puisque finalement, je ne voudrais vraiment pas prendre trop de temps, et puis après, on va laisser voilà, la place aux questions, mais je voudrais simplement que vous compreniez combien, finalement, ce projet de loi, il ne concerne pas que les personnes homosexuelles, mais il concerne la société tout entière. Parce que si on déconstruit la filiation et ce sur quoi est construite la famille, eh bien, ce ne sont pas juste les personnes homosexuelles qui sont concernées. Je vous donne un exemple. On nous dit là, eh bien, écoutez, je vais même vous raconter une petite histoire. J'étais récemment à la télévision et je parlais avec une personne qui est homosexuelle et qui me dit eh bien, moi, j'ai 2 enfants. J'ai un premier enfant, je suis homosexuelle, j'ai un premier enfant qui est né d'une union hétérosexuelle. Je me suis découvert homosexuel
j'ai divorcé, mon enfant, premier-né, mon fils, a un père et il a une mère. Et puis j'ai un deuxième enfant. Je vivais en couple avec mon compagnon et j'avais un désir d'enfant. Nous avons cherché un couple de lesbiennes qui avait aussi un désir d'enfant. Nous avons eu un enfant et cet enfant a 4 parents. Et je lui dis non, moi je pense que cet enfant est dans le même cas que les enfants de parents divorcés, c'est-à-dire qu'il a un père, qui est vous, il a une mère qui est celle de qui il est né, vous vivez avec un homme, et puis sa mère vit avec une femme. Et il me répond non, il a 4 parents, puisque là, les parents biologiques sont les parents, la même chose que les parents sociaux. Et le parent social, c'est celui qui a un désir d'enfant et qui a une intention d'enfant. C'est ce qu'on appelle la parenté intentionnelle ou la parenté sociale. Et donc, à partir du moment où mon enfant avait 4 adultes qui le désiraient et qui étaient là au début dans le projet, eh bien, à partir de ce moment-là, très logiquement, mon enfant a 4 parents. Et d'ailleurs, dès que cette loi va être votée, parce qu'il ne doute pas que cette loi sera votée, dès que cette loi va être votée, je vais demander très officiellement, au nom de l'égalité, que les parents sociaux soient reconnus au même titre que les parents biologiques. Et vous voyez que tout ça est complètement logique quand on voit la suite des choses, puisque ça n'est plus du tout la biologie, mais que l'intention ou le désir a le même poids que la biologie, alors bien évidemment, on ne voit pas au nom de quoi on pourrait refuser, au nom de cette fameuse égalité des droits, on ne voit pas pourquoi on pourrait refuser à ces parents dits sociaux, intentionnels, le droit également d'être reconnus comme parents. Et donc vous voyez que là, finalement, on arrive à des conséquences juridiques en chaîne qui sont bouleversantes. En fait, moi, je vais même vous dire, je n'aime pas que c'est un bouleversement, je dis que c'est une révolution. Je dis alors à ce moment-là qu'une révolution, ça se discute. C'est-à-dire qu'avant de dire « je vais faire la révolution », c'est-à-dire en l'occurrence les membres du gouvernement contre qui nous ne sommes pas d'ailleurs, hein, nous sommes juste contre un projet, nous ne sommes pas, comme je vous le disais tout à l'heure, contre un gouvernement et au projet, le projet, et c'est ça la grande chance qu'on a dans notre démocratie et l'énorme chance qu'on a de pouvoir en discuter et d'être libre, c'est qu'on peut être de droite, de gauche, religieux, pas religieux, quel que soit, athée, etc., et pouvoir être juste contre un projet de loi. Mais comme je vous disais, à partir du moment où on dit c'est une révolution, ce serait quand même normal qu'on ait un grand débat avant cette révolution. Je sais bien qu'en France, ça passe beaucoup comme ça par les révolutions, mais enfin là, on est quand même tous concernés. Et je terminerai juste, et pardon d'être un tout petit peu longue, mais c'est pour vous dire que, donc, vous voyez là, je vous ai donné qu'un seul exemple, mais on pourra parler de la présomption de paternité, etc., si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. Donc, être un peu plus détaillé dans les conséquences juridiques, mais on a aussi 2 choses, et dont une qui fait débat de plus en plus, qui est la procréation médicalement assistée pour les personnes célibataires. Et là, je trouve d'une tristesse, mais une vraie tristesse, moi, qui m'émeut beaucoup, c'est de se dire, on va gommer l'homme. On va gommer le père. On va dire à l'enfant, eh bien voilà, tu as 2 mères, je prends une gomme, voilà, sur un tableau, et je gomme ton père. Je gomme l'homme qui t'a fabriqué. Je gomme l'homme grâce à qui tu es vivant sur cette terre. Ça, c'est la procréation médicalement assistée qu'on nous promet et qui sera intégrée par voie d'amendement. Et puis, au nom de cette fameuse égalité, puisque ce projet de loi, c'est au nom de l'égalité, les femmes, elles, pourront avoir un enfant parce qu'elles ont la physiologie qui va bien. Mais les hommes, ensemble, ne pourront pas. Et à partir de ce moment-là, au nom de cette égalité, pourquoi leur refuserait-on la possibilité, eux aussi, d'avoir un enfant? Et donc, on en arrive à la gestation pour autrui, avec toutes les conséquences de marchandisation de la femme, de violence
faite au mari, parce que moi je vais parler encore pas mal d'hommes ce soir, c'est-à-dire que la violence faite au mari, c'est quoi? La violence faite au mari, c'est que lorsqu'un mari va voir sa femme enceinte, pour vous, si vous l'avez vécu, quelle aventure plus exceptionnelle, plus humaine qu'humaine quand on touche à la création, et donc c'est quelque chose qui se vit ensemble. Et bien là, on va lui dire au mari, t'es sympa, mais c'est juste pas pour toi tout ça. Tu vas juste aller regarder de l'autre côté, parce que moi, ce qui m'arrive, tu n'as rien à voir là-dedans. Je trouve ça, pour les hommes, d'une violence inouïe. Et puis, le dommage collatéral dont on ne parle jamais, mais dont j'aimerais bien qu'on parle un peu plus, c'est les frères et sœurs qui sont juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces petits bouts qui ont 2-3 ans et qui voient maman, qui a le ventre qui se déforme, qui voient les petits coups du bébé? On va leur dire non, 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 tu sais, maman, elle est super généreuse. Donc tout ce qui se passe là, à l'intérieur de son ventre, non, 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 c'est parce que maman, elle va donner l'enfant. Bien sûr, un peu plus tard, l'enfant apprendra que c'est un don tout à fait relatif, parce que je ne pense pas que ce soit les femmes riches qui attendent des enfants pour les autres. Et on connaît toutes les dérives qui se passent actuellement en Inde et en Ukraine avec les passeurs, les intermédiaires, etc. On arrive dans une forme d'esclavagisme moderne. Mais donc, pour ce petit enfant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire non. Tu vois, maman est généreuse. Est-ce que vous imaginez dans sa tête ce qui va se passer? Mais si maman est généreuse, mais qu'est-ce qu'elle va faire de moi? Est-ce qu'elle va me donner? Mais si elle ne me donne pas, est-ce que c'est qu'elle ne m'aime pas? Vous voyez, ce que je veux simplement dire par là, c'est que ça, c'est la vraie vie. On n'est pas juste dans des théories de générosité. Exactement, Frigide, tu as raison. Dans des théories de générosité, dans des théories de « on va juste l'écrire sur le papier », dans des théories... Mais non, ça n'aura comme conséquence que sur les personnes homosexuelles qui ont besoin, certes, de voir leur amour reconnu, qui ont besoin de ne pas être ni stigmatisées, ni méprisées. Mais là-dessus, on est complètement d'accord. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais là, en revanche, où il y a des doutes qui sont plus qu'énormes, c'est sur les conséquences que ça va avoir sur la société tout entière, sur la famille tout entière, sur les ascendants, sur les descendants, sur les relations entre les gens. Donc, et horizontale. Et donc, vous voyez qu'en fait, sous couvert de générosité, et pourquoi pas, moi aussi, je suis une femme généreuse, et moi aussi, j'ai envie que tout le monde soit heureux dans cette vie, et tout le monde aspire au bonheur, et tout le monde aspire à ça. Mais est-ce que pour autant, on a le droit, pour réparer des souffrances qui sont réelles, parce que jamais on ne m'entendra dire que ça n'est pas souffrance que de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas pouvoir en avoir. Jamais on ne me l'entendra dire, jamais, parce que je ne le pense pas. Mais est-ce qu'au nom d'une tentative de réparation de cette souffrance, est-ce qu'on prend le risque de créer une autre souffrance? Et c'est là, moi, que je dis non. On ne peut pas, au nom de tenter de réparer une souffrance, créer et être sûr de créer une souffrance pour un enfant qui sera discriminé parce que on va le priver délibérément de père ou priver délibérément de mère. Donc, au nom de l'égalité pour les adultes, on crée une discrimination pour les enfants. Et c'est là que moi, j'ai un énorme point d'interrogation. Merci infiniment. Avant de donner la parole à Frigide Barjot, j'ai une petite question pour vous, Béatrice Bourges. Tout ce que vous dites là, puisqu'on sait qu'il y a des auditions aujourd'hui, notamment à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a moyen de le faire auditionner auprès de nos parlementaires, ou est-ce qu'on a simplement un son de cloche Alors, nous avons été auditionnés, nous, le collectif pour l'enfant, nous avons été auditionnés par Erwan Binet, pour ce projet de loi. Nous avons dit tout ça, et en fait, je vais vous livrer un scoop. Parce que ce que nous a dit Erwan Binet, qui est le rapporteur du projet de loi, donc, qui est lui chargé du rapporteur, eh bien, je vais vous donner un scoop. Erwan Binet a dit, je le répète je suis optimiste de nature et nous trouverons bien des solutions. Donc, nous avons trouvé que c'était un tout petit peu juste comme réponse. Bien, merci infiniment. Frigide, si vous voulez bien prendre la parole pour nous. Voilà. Mais elle a tout dit déjà, Béa. Mais non. T'en as tellement encore. Bon, alors, écoutez, Béatrice vous a déjà posé les fondements. Je veux juste apporter, quand même, compléter ce qu'a dit
Voilà, parce que pendant qu'elle le fait, moi je vais faire ça. Parce que c'est ça notre slogan. Aujourd'hui, moi, je tiens à apporter une précision très importante. Oula. Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause l'amour homosexuel. Le droit au bonheur, chacun le demande, mais est-ce qu'il existe simplement? Est-ce que c'est un droit? Non. Qu'on essaye de tous, c'est très relatif. Moi, je peux être heureuse un matin en me réveillant, et puis 3 heures après, ça ne va pas du tout, c'est la cata. Et pourtant, je suis mariée, j'ai des enfants, j'habite à Paris. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des gens qui vivent avec rien dans la rue. Rien. Qui ont perdu toute leur famille. Des femmes qui n'ont plus d'hommes à Haïti, en Afrique. Bon. Eh bien, ces gens sont heureux. Parce que, par exemple ils s'occupent des encore plus démunis qu'eux. Et c'est ça qui leur donne du bonheur. Ou encore, ils ont le sens de la transcendance. Et ce savoir aimer de Dieu, c'est quand même, ça peut être pour beaucoup l'essentiel. Voilà, bon, je me permets de dire ça, le droit au bonheur, comme ça, voilà. L'autre chose, c'est que les personnes homosexuelles qui souhaitent avoir des enfants peuvent le faire, effectivement, de façon naturelle. Le problème n'est pas là. D'ailleurs, on en connaît et ils n'ont jamais revendiqué que... Moi, j'ai des copains homo, ils ont fait des enfants, effectivement, soit avec des couples de lesbiennes, soit avec des femmes. Et ils se partagent, enfin, il y a une éducation partagée. Donc, ça ne leur est pas refusé. Les familles, elles sont, pour 75%, dans le cas en général, comme l'a très bien dit Béatrice, de familles recomposées. Hein, les 4 parents dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, tant qu'on repose sur la parenté biologique, ce qui est le cas notamment pour le cas dont tu nous as parlé de 2 femmes et 2 hommes qui font des enfants ensemble, il y aura reconnu un enfant, enfin un parent père et un parent mère. Après que les autres réclament la même filiation d'un point de vue social, c'est-à-dire c'est au-delà de la parentalité, c'est de passer de la parentalité qui est la parenté effectivement éducative, enfin non, qui est l'éducation de l'enfant, c'est la parentalité, à la parenté, c'est-à-dire ce que va instituer notre projet de loi, c'est que par la loi, le compagnon pour un homme ou la compagne pour une femme sera décrété parent au même titre, et donc effectivement n'ira, puisque un être humain est né de 2 personnes, n'ira son origine réel, d'accord, un des 2 membres de son origine réelle. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est de créer une nouvelle filiation juridique. Mais la parentalité, elle existe. Comme sans doute, vous avez peut-être été vous-même éduqué par d'autres personnes que vos parents biologiques. Moi, je sais que j'ai été éduqué, pas par mon père, il n'était pas là, mais ni par d'ailleurs un compagnon de ma mère, mais enfin par des gens autour de moi qui ont construit ma personne, ma personnalité, ma façon de penser, ma compréhension du monde. Je ne demande pas qu'il soit décrété mon père ou ma mère, ok? Et pourtant, il y en a que je considère comme ma mère, qui m'ont donné un amour qui a été tellement fructueux et constructif, d'accord? Mais ce n'est pas de l'amour de ma mère pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs il n'y avait personne d'autre, donc voilà. On ne peut pas, nous ce qu'on demande, c'est que le principe qui est fondateur de l'humanité, et qui laisse à chaque enfant qui naît cette égalité de naissance, de venir d'un homme et d'une femme, c'est ça l'égalité absolue. Notre universalité, elle est là, mes amis. Mes amis, vous êtes enfants comme moi, d'un homme et d'une femme. Quoi qu'on en dise, la loi ne peut pas aller contre ça. Qu'on soit blanc, noir, homo, hétéro, musulman, chrétien, juif, on est tous nés d'un homme et d'une femme. Voilà la vraie égalité. Et la loi n'a pas le droit de la changer, car la loi n'irait contre la réalité humaine et changerait l'être humain dans son intégrité, sa dignité première. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'en ai des frissons, de 1789, est fondement de notre démocratie. C'est les hommes naissent libres et égaux en droit. Naissent. On va leur supprimer ce premier droit de naître égal les uns des autres. Voilà. Bien. Frigide, 5 mots, 10 mots sur la manif. Non, alors voilà, ça c'est pour ça que je voulais vous dire que tous nés d'un homme et d'une... C'est comme ça?
Bon, enfin bref, ça, C'est parce que c'est à l'envers comme ça. tous nés d'un homme et d'une femme ou d'une femme et d'un homme, je m'en fous, du moment que c'est l'un et l'autre, et l'un dans l'autre. Bah oui. Bah oui. Là, on va créer la filiation nouvelle de l'éprouvette, alors que ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est l'enfant né sous la couette. Et bien maintenant, il y aura l'enfant né dans l'éprouvette. On est moins bien que dans la couette, que sous la couette. Bref, donc, je pense que ce slogan, enfin, ce mot d'ordre est suffisamment universel. Mes frères et mes sœurs musulmanes qui êtes là, s'il y en a dans la salle, il y en a ? Ouais, ils sont là quand même. Bon, super. Pour que justement, ce mouvement qui s'est levé, auquel nous avons commencé à réfléchir, je ne vous cache pas que c'était avec Béatrice notamment, déjà pendant la campagne électorale, puisque nous voyons bien les programmes des candidats, et que nous avons bien vu l'engagement numéro 31 du candidat Hollande, qui était très explicite. Hein. Il préparait le mariage homosexuel. Moi, autant Béa travaille cette question depuis très longtemps, donc moi j'avais été déjà éveillée par ses conférences et son livre. Alors, l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, il y a au moins 5 ou 6... Enfin, tu l'as écrit en quelle année ? 2008. Donc moi j'étais... Mais en fait, c'était même avant, puisque tu te souviens... Enfin bref, depuis 2006. En gros. 2006, on se connaît, et Béatrice Bourges était déjà complètement impliquée sur cette question, elle la connaît très bien. Moi, je suis venue petit à petit, puis après, c'est au moment de la campagne électorale que je me suis... les engagements étant, il n'y a pas que celui-là, hein, après il y a la mort, là on est à l'engendrement, hein, on est à l'étincelle de vie, ok ? On est avant l'embryon, on est à la rencontre, à la fusion de l'homme et de la femme, donc du spermatozoïde et de l'ovule, ok ? On est au début de vie, mais il y a aussi les programmes de fin de vie, de milieu de vie, etc. Bon. Donc on s'est retrouvés bien évidemment, et puis on a avancé ensemble, on a fait une réunion en début septembre avec plein d'autres personnes qui étaient concernées aussi, beaucoup de chrétiens, je ne vous le cache pas, des chrétiens de gauche comme de droite, et puis très vite Kamel nous a rejoints, hein. Comment ça s'est passé le 30 octobre à peu près ? Oui, c'est ça, au Café Atlantique en face de Montparnasse. Voilà, et puis donc les musulmans. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, il s'est levé un mouvement, donc les uns et les autres. Lionel nous a rejoint aussi par Facebook, Lionel qui est juif, puis d'autres personnes athées, bien sûr, puis de droite, de gauche. Bon, ce mouvement, quand on défend quelque chose d'universel, le mouvement est universel. Et vous allez en faire partie. Et cette universalité, on a besoin aujourd'hui en France, cette universalité de la communauté française, on a besoin que les musulmans prennent leur place aussi. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas la vôtre. Pour cette raison d'universalité et puis de démocratie. Voilà. Et plutôt que d'avoir peur, alors que déjà vous vous sentez pas toujours très bien reconnu, je le sais, je le conçois. Bon, ne pensez pas qu'on va rajouter sur vous une stigmatisation nouvelle. Mais au contraire, vous ne serez pas les homophobes, parce que vous ne serez pas les seuls à le dire, parce qu'on sera tellement nombreux à le dire. Et sachez que ce 17 novembre, où c'est des pères, des mères de famille, c'est des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas, enfin, ou des petites assos qui se sont montées et qui veulent vraiment dire quelque chose de neuf et de nouveau et rajeunir les mouvements d'opinion dans notre République qui bouge. On n'est pas des vieux sclérosés, hein, loin de là. On veut dire les choses sans tout laisser péricliter des principes structurants de la société, des principes structurants de l'humanité. Eh bien, ce 17 novembre, les uns et les autres, on avait déposé une manif pour 10 000 personnes, et à Paris, on a été 200 000. Voilà. Et je dis juste une chose, et je suis heureuse que Kamel nous ait invités ce soir, parce qu'il manquait une partie conséquente de notre constituante de notre communauté française, de notre République française, c'est vous, les musulmans. Voilà. Et ce soir, je viens vous dire, prenez toute votre place, vous ne serez pas taxés d'homophobie, nous sommes là. Nous sommes là et nous avons des homosexuels avec nous, parce qu'il faut aussi des images, vous n'êtes pas les seuls à avoir la trouille de vous montrer, de parler, etc. Hein ?
Vous n'êtes pas les seuls, il y en a plein qui ont encore peur. Mais je vous assure que c'est fini, parce qu'on dissocie bien tout. On vient de vous expliquer quelle est la réalité sur laquelle on axe, on fonde notre mouvement. C'est pas contre un gouvernement, c'est pas contre une minorité, c'est pas contre des gens, c'est contre un projet de loi qui fout en l'air totalement le principe même de l'humanité, en effaçant les termes d'hommes et de femmes, de père et de mère du Code civil, c'est-à-dire de la structuration juridique de notre société, donc de notre famille, de notre droit familial, de notre droit personnel, et des principes fondateurs de la démocratie, la liberté et l'égalité. Béatrice vous l'a bien expliqué. Peut-être qu'on considérera égaux des couples qui ne le sont pas par nature, puisque 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, c'est quand même 3 types de couples différents, excusez-moi, voilà. Hein, donc 95% sont constitués d'hommes et de femmes. Bien. Merci infiniment. Attends, j'ai pas fini. Mais je termine parce que maintenant, Oui, il faut que je vous dise, vous êtes donc tous attendus, mais quand je vous dis tous, là c'est sympa, mais c'est chacun avec tous vos copains, vos familles, vos femmes, enfin, vos femmes. Vos femmes. Votre femme. Non, mais... Attendez, voilà, votre communauté qui doit venir et prendre sa place et sa parole. Et nous aurons des chars où il y aura des chars des États généraux où on débattra avec des gens très diversifiés. Il faut que vous preniez, qu'il n'y ait pas que le pauvre Kamel qui est toujours là, mais que beaucoup d'entre vous puissent sur 40 chars, 40 fois prendre la parole. Il y aura 3 départs. Hein, place d'Italie, place d'Enfer Rochereau et place... Maillot, porte-maillot, bien. Et on convergera tous au Champ de Mars. Et au Champ de Mars, il y aura un podium. Vous pourrez parler sur vos chars, on trouvera les moyens dans chaque cortège d'avoir un des chars qui sera réservé au débat, mais surtout de prendre la parole in fine devant le plus de monde possible. On était 200 000 en régional, on espère bien être beaucoup plus puisque ça monte et ça mobilise de la France entière. Et vous prendrez la parole sans avoir peur de dire les musulmans sont intégralement aujourd'hui partie prenante de notre société française qui, elle, a un devoir de ne pas laisser se déstructurer l'humanité. Je vous remercie. Merci. Alors, on va laisser la parole à Lionel qui va avoir un témoignage plus personnel de son parcours, mais qui en même temps illustre tout le fond que l'on voudrait donner à cette mobilisation transcourante, œcuménique, etc. Et très liée à notre Mare Nostrum, finalement, à la Méditerranée, dont tu nous viens. Oui, tout à fait. Donc je suis Lionel Lambroso, et comme vient de le dire Kamel, je veux réintroduire le débat actuel après Béatrice et Frigide dans la tendance historique dont a parlé Béatrice et dans le contexte de l'universalité républicaine bien marquée par Frigide et ce que ça a comme potentiel de cohésion nationale. Parce que c'est ça qu'on constate dans le mouvement en ce moment, c'est que au-delà de ce projet de loi et de ce combat qui a à mener, eh bien, il se produit un phénomène de fusion entre des gens qui viennent d'horizons divers et qui ont envie de prendre en main la refondation, en quelque sorte, de notre lien ensemble. Frigide a parlé de démocratie et d'universalité, de révolution. C'est la République. Ce sont les valeurs de la République, et c'est ça dont nous nous rendons compte, qui nous fédèrent tous. Alors, moi-même, quand j'ai voulu m'engager, il n'était pas question que je ne conteste pas activement ce projet de loi ce sont des questions sur lesquelles je réfléchis depuis longtemps. Comme l'a très bien expliqué Béatrice, ça s'insère dans une tendance
plus longue, historique, de modification du rapport homme-femme. Il y a eu le féminisme, et puis il y a ce que Béatrice a appelé l'ultraféminisme, ou moins néo-féminisme, et qui part en roue libre. C'est-à-dire qu'à partir alors que dans le cas du féminisme des années 60-70, et surtout le féminisme français, c'était un rééquilibrage des rôles et des pouvoirs utile, et qui a été utile. Il nous est venu des États-Unis un courant féministe extrêmement dur, dont la figure de proue était une certaine Valérie Solanas, dont le manifeste s'appelait Scum, de la racaille, c'est-à-dire ça désignait les hommes et qu'il fallait les émasculer. Bon, Béatrice a indiqué la direction que ça a pris et les bouleversements que certains prétendent apporter à notre société, mais qui sont complètement déstructurants. Alors, moi, je vais parler un petit peu de mon histoire personnelle, ma généalogie, et en quoi il y a là-dedans des germes de cohésion. Et on constate nous-mêmes que cela fonctionne et cela nous rapproche. Qui suis-je? Bon, on va en débattre. Et où allons-nous ensemble? Voilà. Alors, on s'est réunis. Bon, c'est vrai, j'ai pas terminé mon propos, qui était de dire, quand j'ai voulu me lever contre ce projet de loi, je n'ai vu à l'horizon que la figure de Frigide Barjot, dont j'avais entendu parler comme tout le monde. On avait des amis communs, et j'ai beaucoup apprécié qu'elle se lève, la première, avec ses proches amis, et que elle tienne des propos. Je suis allé me documenter, j'ai été voir ses passages télé, et rien ne me... Tout me convenait dans son discours et dans sa figure. Et je me suis donc engagé résolument. Je l'ai écrit sur Facebook. Ah ouais, on était fait pour se rencontrer. Et puis notre mouvement est fait de différentes rencontres. Avec Kamel, on s'est aperçu pour la première fois le 7 novembre sur la place de l'Hôtel de Ville à une conférence de presse assez rock'n'roll sur le pavé. Et tout de suite, effectivement, il y a eu un courant de sympathie, comme il le faisait remarquer lui-même. Il y a quelque chose autour de ce bassin méditerranéen qui nous relie tous. Nos racines sont en majorité autour de la Méditerranée, notre berceau. Donc, ici en France, nous sommes un carrefour de population, un grand pays qui est au bout du continent. Et on dit souvent que si l'Amérique est un creuset, la France en est aussi un à l'échelle européenne. Et ce qui rassemble, c'est donc les valeurs de la République. Et moi, si j'ai été ravi de rencontrer Kamel, c'est aussi parce que son association et l'élan qu'il a voulu donner, Fils de France, dit bien ce qu'il veut dire. Et que ce qu'il importe, c'est de nous réunir autour de ces valeurs. J'aime beaucoup. Tout est très bien fait dans le coq comme emblème de l'association, le coq gaulois. Tout ça nous ancre dans la tradition, dans des valeurs qui représentent la France et qui nous réunissent. Évidemment, au départ, ce creuset républicain est censé réunir des citoyens génériques. Citoyens, on se tutoie au moment de la Révolution, et tout le monde il y a égalité entre les qualités et les statuts des gens. Aujourd'hui, l'histoire s'est accélérée, la mondialisation s'est faite ou a commencé à se faire. Nous sommes plus divers, des cultures sont insufflées dans ce pays venant d'horizons divers. Donc le modèle original de la République a besoin d'être légèrement aménagé, mais il est encore valable et fondamental dans ses principes. Alors moi, effectivement, comme l'a dit Kamel, je viens d'une famille de juifs tunisiens. Et mes parents, mes grands-parents, ça m'a frappé, m'ont toujours dit qu'il y avait cohabitation harmonieuse. Moi, je suis né en France. Je suis né en France après que mes parents sont venus, mais qu'il y avait cohabitation harmonieuse entre juifs, arabes et français, protecteurs français. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Tout ça se passait dans une assez grande harmonie.
ma grand-mère me disait des proverbes arabes quand j'étais petit parce qu'elle l'avait appris au marché. Et sa mère à elle, mon arrière-grand-mère, Maman Lila, comme on appelait son prénom, c'était Xila, la gazelle, Shemla. Là, on a déjà, dans les mots et dans les noms, on a déjà un rassemblement. Ma famille maternelle parlait français et arabe. Et pas hébreu, il n'y avait pas de lien particulier avec Israël. Du côté de mon père, c'était les Juifs italiens qui s'étaient installés à Tunis. Et là aussi, ça marque un long périple autour de la Méditerranée. Ce sont des branches qui remontent au Portugal et à l'Espagne, qui ont été chassés en 1492, et puis qui ont fait un périple, qui ont été accueillis par le prince de Livourne, qui voulait favoriser le commerce. Et puis ensuite, ils sont allés en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. Du côté de ma mère, qui est... oui, du côté de mon père, on les appelait là-bas les Gurni. Gurni parce que Ligourni, Livournais, Ligourni en arabe, et Apocope, Gurni. Et du côté de ma mère, c'était la branche autochtone. C'était les Brahmis. Donc vraiment, là encore, on est dans le rappel de tradition, Abraham. Et puis, ce sont des populations qui sont remontées, après l'exil, qui sont remontées le long de la côte sud de la Méditerranée, qui ont rencontré les Kabyles. On parle d'une reine juive, Kaena, vers le 8e, 9e siècle, au milieu de ce parcours un petit peu. Et puis, on s'installe, on arrive au Maghreb. Et là, on s'installe, et donc, comme je l'ai dit, tout se passe dans une assez bonne harmonie. D'ailleurs, j'ai ici, je porte souvent ce pendentif qui est une main de Fatma et une corne de... Ouais. Et c'est ma grand-mère paternelle qui a donné ça à mon père au moment où il s'est engagé dans les forces françaises libres en 1943. C'est quand même étonnant, mais voilà un signe. Aujourd'hui, on a tendance à cliver, à voir les choses de façon binaire. Toi, t'es là, moi, je suis là, on n'est pas pareil. Alors qu'en fait, si on va un peu dans les détails, on s'aperçoit qu'on participe tous les uns des autres. Et ça, c'est un bon exemple. Et c'est également un bon exemple de la manière dont moi, qui ai pu me dire athée, mais non pas dépourvu de spiritualité, c'est un exemple qui indique aussi comment, de mon côté, je vis et je vois l'évolution spirituelle. Donc ma grand-mère, qui est italienne, donne à mon père, donc, italien aussi, franco-italien, tout ça est très mélangé, au moment où il va s'engager, ceci, qui est un symbole de je me soucie de toi. Je veux que tu aies de la chance, je veux qu'il ne t'arrive rien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un symbole d'origine arabe. Et dans nos familles qui sont athées depuis trois générations, mais athées, cultivées, non dénuées d'une spiritualité, c'est pas vraiment à proprement parler de la superstition. On le fait tous, ça. Ce sont des fétiches qui nous rappellent quelque chose, dans lesquels on a investi quelque chose, et avec lesquels on est en relation et qui suscitent en nous des forces ou des ouvertures. Bien, moi, mes parents sont venus en 1946 en France. Ils ont fait leur alia vers la France. C'était des Juifs des Lumières. Ils ont fait une alia, c'est-à-dire une montée vers progressive, et non pas régressive, pas retourner en arrière. En France, moi, on m'a dit à l'école, nos ancêtres les Gaulois. Eh ben, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Ça faisait des générations et des générations qu'on était ailleurs qu'en France. J'étais le premier né en France. Eh ben, mes ancêtres, c'était les Gaulois. C'est dire le pouvoir fédérateur de l'histoire de France et des valeurs de la République. Moi, ça m'a pas posé de problème. J'ai embrassé la France, nos familles aussi. Je vois dans d'autres
familles ou sous-communautés juives, des gens qui hésitent dans leur identité patriotique. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans le projet de Kamel et dans le fait qu'on se réunit tous autour des valeurs de la République. Moi, je suis français. C'est la communauté avec laquelle je fais corps. C'est celle de nous tous, peuple français. Et nous, ce qu'on a, c'est une espèce de laboratoire de refondation de ces valeurs-là. Bon, je passe rapidement, mais nos familles n'ont pas la même parole que celle qu'on entend et qu'on croit être la seule parole juive, que j'appelle israélo-centrée. Nous, on est diasporique. L'exemple que j'ai dit, la montée vers la France et non pas le retour vers Israël, en donne un exemple. Bon, finalement, pourquoi tu es avec nous? Mais parce que je t'aime, ma grande. Voilà, on s'aime, ça c'est vrai. Non, je suis dans le mouvement, je le répète, parce que cette question m'importe au plus haut point. Quand j'entends Frigide ou Béatrice ou Kamel en parler, c'est des mots que je pourrais dire moi-même ou co-signer, etc. Il y a une grande cohésion. Ils ont fait une erreur, les gens qui ont essayé d'aller trop dans la déstructuration des valeurs, ils ont fait une erreur. Ils sont allés trop loin. Et là, on se lève tous, quoi. Il n'y a plus de questions. Il y en a de moins en moins. Voilà. Oui, c'est ça. Et à mesure que, malheureusement, ceux qui sont partisans du projet de loi, malheureusement pour eux, je crois, ils ne développent pas beaucoup de réflexion. C'est l'égalité, on nous assène l'égalité, on nous a dit 3000 fois chacun qu'on était homophobe, et autres arguments. Moi, on m'a dit t'es vieux de toute façon et tu vas mourir bientôt avec tes idées rances. Bon. Mais malheureusement pour eux, ils ne profitent pas du temps qui nous est offert là, du temps de discussion. Et nous, c'est le contraire. On y va à fond, on discute, on développe des thématiques, des arguments, et on se rend compte que tout ça nous fait faire des choses ensemble, au-delà des différences. C'est le labo d'une sorte de refondation républicaine, et c'est ça, et c'est pour ça que je suis dans ce mouvement. Voilà. Très bien. Merci Lionel. Merci. Merci. Il y a une thèse de doctorat qui a été soutenue il y a quelques années à l'EHESS d'une personne brillante qui s'appelle Anne-Sophie Lamine, qui a travaillé sur le dialogue interreligieux. Et la conclusion, je vais être extrêmement synthétique bien évidemment, de sa thèse, c'est que généralement, quand on avait un dialogue islamo-chrétien, c'était pour dire que les juifs n'étaient pas bien. Quand on avait un dialogue judéo-musulman, c'était pour dire que les cathos n'étaient pas bien. Et le troisième, dans l'ordre, bon. Et on ne voulait pas tomber dans ces travers-là. On ne voulait pas que on sente une convergence, surtout catholico-musulmane, qui inquiète beaucoup de gens finalement, parce que les catholiques sont la première religion de France, les musulmans les seconds. Et finalement, la convergence de leur... On sait sur le dos de qui ça se ferait. De leur valeur inquiéterait le système progressiste qui fonctionne depuis le XVIIe siècle et qui a connu une accélération après 68. Alors, on voulait démonter un peu tout ça, même symboliquement, même Fils de France n'est rien, c'est absolument rien, c'était qu'un symbole et rien de plus. Mais la force des symboles ont quand même... une certaine importance, et nous voulions, ne serait-ce que symboliquement, signifier l'idée que ce projet est un projet qui s'inscrit dans l'anthropologie française, qui s'inscrit dans la dynamique ancestrale de ce qu'est notre pays, ce qu'est l'humanité en règle générale, mais moi en tant que patriote, je vais parler principalement de la France, et au-delà des clivages ethniques ou religieux, il y a un bien commun qui nous habite, j'espère, qui s'appelle la France. Et ce projet de loi est néfaste à la France. Voilà. Donc c'est le petit mot. Ensuite, concernant la mobilisation des musulmans, comme vous le savez, comme nous le savons, les musulmans n'ont pas de clergé, et finalement, l'hétérogénéité du fait musulman est telle en France qu'il y a 1 milliard de canaux par lesquels il faudrait passer pour pouvoir mobiliser cette communauté. Donc cette communauté, finalement, quelque part, n'existe pas. Je suis désolé de le dire. Donc le travail qui est à faire, c'est un travail individuel, sans... compter sur les structures qui ne peuvent qu'être parfois un interlocuteur avec les pouvoirs publics pour l'organisation du culte musulman, mais du point de vue de la mobilisation, ça peut se faire que par l'interpersonnel, que par les réseaux que nous avons les uns les autres, et Dieu sait qu'Internet, à ce niveau-là, est d'une aide
fantastique. C'est-à-dire que les contacts, les machins, les sites, etc., les emails, tout ça fonctionne relativement bien. Et c'est, je pense, sur ça qu'il faut que nous, en tant qu'acteurs, jeunes acteurs, moins jeunes acteurs de la communauté musulmane, tablions plus que sur les hypothétiques organisations musulmanes capables de mobiliser, car ça n'existe pas. Voilà. Donc je vais dire, je suis M. Ould-Kéroubi, donc je suis citoyen de ce pays, donc interpellé par cette grande question, et je préside l'Association des musulmans de Versailles. Alors, qui parle de quoi, et j'allais dire pourquoi. Donc il est vrai que le sujet en question interpelle, et je ne vais pas refaire ce que, Béatrice, tu as tellement bien parlé que tu nous as fait encore plus peur. Donc, mais tu as raison. Tu as raison, parce que je pense que la communauté nationale n'est pas suffisamment interpellée sur le sujet et ne le comprend pas et ne le conçoit pas comme tu l'as développé. C'est une réalité. J'en ai fait l'expérience. Les gens pensent effectivement, imaginent le problème uniquement dans sa périphérie. Dans sa périphérie, c'est-à-dire c'est un problème qui, dans la conscience collective, n'a pas d'incidence sur la vie de tous les jours des gens. Et donc, on n'arrive pas à se projeter dans un avenir et voir quelle est la conséquence de ce que tu viens de développer admirablement. Donc, je dirais, comment il s'appelle, monsieur Lionel, voilà, Lionel Lombroso, a parlé d'un terme qui aujourd'hui est très largement employé, vous savez, c'est la mondialisation. L'humain, ou dans l'humanité, il y a toujours une dualité. Il y a la matière, il y a l'antimatière avant d'arriver à l'homme. Il y a les charges négatives, les charges positives. Donc la notion de dualité, elle transcende la création tout entière. Non pas l'homme, mais toute la création. Et donc, quand on parle de mondialisation, et ça, je veux revenir à ton propos, tu as parlé d'universalité. Eh bien, le prophète de l'islam, vous me permettrez si je fais référence, dit que la communauté humaine, universellement parlant, ne peut trouver consensus sur quelque chose qui la mettrait en danger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a cette chose-là, parce qu'on ne se connaissait pas il y a très peu, mais c'est le sujet, parce que qui parle n'a pas tellement importé, c'est pas tellement important, alors que dans les us et coutumes, dans les choses, celui qui parle en donnait d'importance. Aujourd'hui, c'est plutôt le sujet lui-même qui parle de lui-même, puisqu'on vient toucher à un fondamental qui est l'inné. Parce qu'un enfant, on a beau dire que voilà, il va s'accommoder de ce qu'on va lui imposer, dans son fort intérieur, il cherche un homme et une femme, c'est-à-dire un père et une mère. On a parlé de filiation. Et ça, les psychologues, etc., ils ont beau s'essayer, ils ne pourront pas disqualifier cette réalité. Parce que l'homme est né, justement, de cette dualité, eh bien, il va la chercher dans le cheminement qui sera le sien. Et on le voit à travers des témoignages des hommes et des femmes nés sous X, demandant la levée, c'est-à-dire du secret, pour aller justement chercher. C'est quelque chose de naturel dont personne ne pourra se dédouaner. Et puis, arrivons à la question des couples homosexuels. Eux-mêmes, intrinsèquement, humainement parlant, ils cherchent à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que l'homme, il est né comme ça. Il a besoin d'avoir des enfants. Sauf qu'ils se sont mis dans une configuration qui fait qu'ils ne pourront jamais avoir des enfants dans la configuration qui est la leur. Donc on cherche, à travers l'institution qui est celle du mariage, à justement faire bouger cette limite en pensant que quand on va pousser cette porte, on va trouver une solution à ce que la nature refuse et récuse. Oui. Et donc, voilà, donc, il y a beaucoup de choses à dire. J'allais dire, j'écrivais pendant que tu parlais, donc je prends mon anti-sèche. Je disais que finalement, lorsque on suit quelque part l'actualité, on voit qu'il y a une espèce de brutalité douce. C'est-à-dire que quelque part on a muselé le dialogue. Et cette brutalité douce, c'est-à-dire que l'on a quelque part anesthésié la masse. On l'a anesthésié et on a, par le biais des institutions, par le biais d'une certaine logique
de commandement, on va faire passer une loi à l'insu, quelque part, de la majorité des Français. Et je pense que la démarche et la pédagogie qui a été la vôtre, elle vient justement remettre du sens à ce qui est l'essence même de l'humanité. Et ça, c'est primordial, c'est capital. C'est un carrefour, d'autant que, je dirais, ceux qui revendiquent, ceux qui sont dans une logique de revendication, font référence à certains pays, comme l'Espagne, qui ont voté. Mais il faut regarder dans le détail comment cette loi est passée. Et puis, la deuxième des choses, il faut le dire, la France est regardée autrement, j'allais dire tout autrement, dans le cortège des nations. Elle est le pays des droits de l'homme. Et donc, si l'enfant, comme tu l'avais dit si bien, si le parent a des droits, au nom de qui, au nom de quoi, tu disqualifierais les droits de l'enfant parce qu'il ne peut pas s'exprimer? Bravo.